Bon, ben, c'est bien, on est nombreux, c'est chouette. Donc merci à tout le monde pour votre présence, d'avoir répondu à cette invitation donc pour cette rentrée politique. Alors avant de démarrer, je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour Régine, femme qui nous a quittés il y a quelques mois. Et voilà, je pense beaucoup à elle, parce qu'aujourd'hui elle aurait été ravie d'être ici avec nous et de partager ce moment. Et voilà, donc je l'avais en tête quand, dans la voiture, quand, sur le trajet, je me suis dit, voilà, on ne l'oublie pas. Et c'était une militante dont je garde un souvenir fabuleux. Voilà, et je crois que je ne suis pas la seule. Donc le deuxième point, c'est les remerciements, parce que quand même ça c'est important aussi, pour toute l'installation, les militants qui ont tracté, qui ont affiché la semaine dernière, avec une météo je crois qui n'était pas très favorable. En tous les cas je les remercie chaleureusement, parce que voilà, sinon c'est pas possible, ça marche pas. Et on sait à quel point voilà, on a besoin de ce travail en fait, et de notre implantation sur le terrain. C'est souvent sur le temps libre que les bénévoles font tout ça aussi. On a beaucoup de retraités. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, Bayrou il a parlé des boomers, voilà, avec une petite connotation quand même méprisante. Et samedi dernier j'étais au forum des associations et c'est pas passé inaperçu quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de bénévoles dans les associations. Et voilà, il y en a certains qui m'ont fait la remarque qu'ils n'ont pas apprécié. Et voilà, il faudrait qu'il vienne un peu dans la vraie vie, ce monsieur, parce que il ne s'est pas trop rendu compte de l'impact que ça... Bon, on n'en parle plus de toute façon, mais il est à Pau, là, maintenant. Donc oui, je voulais revenir sur l'engagement, parce qu'en fait... j'ai des collègues, Léo Walter et Catherine Couturier, qui ont fait un travail justement sur la question de notre implantation dans la ruralité, sur le fait d'être présent, le fait qu'il y ait un impact à agir, ne serait qu'un petit peu, là où on est, par des tracts, pour tout simplement diffuser nos idées. Et ils ont remarqué que les bureaux où il y avait justement des militants qui tractaient régulièrement, eh bien, il y avait un impact sur les résultats. Ils ont fait un gros travail sur différents bureaux. Et donc ça, voilà, donc on a ce problème d'implantation et de se dire que finalement, même faire un petit peu régulièrement, eh bien, ça compte, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher, parce qu'on a quasiment 10 millions aujourd'hui de gens qui sont soit pas inscrits sur les listes électorales, soit mal inscrits, notamment les jeunes. Donc on a un gros travail aussi à faire sur ce bloc qui fait basculer très rapidement le scrutin. Hein, voilà. Donc on a vu avec les dernières législatives, on est arrivé à 70% de participation. Alors toutes les voix vont pas forcément à la FI, ça serait trop bien, mais on en a quand même une part. Et donc, et dans les plus modestes, hein, en général, c'est le vote France Insoumise qui est quand même plus important. Ceux qui votent en fait le plus à la présidentielle, qui sont allés le moins voter aux européennes, parce que donc les européennes de 2024, la participation a été particulièrement faible, c'est 50% de participation. Donc une personne sur deux qui n'est pas allée voter. Malgré tout, on a fait 1 million de voix supplémentaires. Donc on voit que le travail qui est fait, quoi, ça compte aussi beaucoup à l'Assemblée, puisqu'on est quand même 71 maintenant, députés à l'Assemblée. Et donc voilà, il faut continuer ce travail pour convaincre les citoyens, les citoyennes, partout où on est. Et expliquer, alors on le fait, moi j'essaye de le faire aussi par les réunions publiques, par des cafés populaires, on a fait ça avec le GA au Tadour, qui ont fait un gros travail intéressant sur la 6ème République. Donc on va continuer à faire ce genre de réunions publiques pour justement faire rayonner les idées et aussi communiquer sur notre présence sur le terrain, parce que ça compte aussi beaucoup. Le fait d'avoir des articles de journaux, montrer qu'on existe
et qu'on a du poids, hein, parce qu'aujourd'hui on est quand même le premier parti du NFP à gauche, hein, nouveau Front Populaire, arrivé en tête en 2024 avec la France Insoumise qui était le groupe le plus important, notamment à l'Assemblée. Donc on a du poids, même localement, on se rend compte que les gens s'intéressent à ce qu'on peut faire. Voilà, donc bon, je ne vais pas être trop long parce que ça permettra aussi d'échanger, c'est ce qu'il y a d'important. Je voulais revenir quand même sur cet été parce que ce qui s'est passé le 15 juillet avec les annonces donc, de Bayrou, qui ont été un coup de massue, hein, parce que c'était vraiment le musée des horreurs au fur et à mesure qu'il présentait ses propositions. On a passé un été à écouter, en fait, tous les jours il y avait une annonce différente entre l'année blanche, les jours fériés en moins, la 5e même semaine de congé monétisé, on a eu droit à ça. Nos services publics avec raboté, quoi. Enfin bon, ça continuait, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué de se dire voilà comment on va morcer la rentrée. Et finalement, voilà, le 10 septembre est arrivé, a été annoncé parce que il y avait un ras-le-bol quand même général qui était compréhensible. Et ça nous a reboosté, même au point que Bayrou a annoncé une séance extraordinaire, ce qui n'était pas du tout prévu, qu'on avait demandé à partir du 15 juillet, on avait demandé cette session extraordinaire pour pouvoir en fait débattre de ce budget et éventuellement le censurer, mais ça a été refusé. Mais la pression quand même populaire a fait que il s'est senti, il a préféré finalement cette démission à la censure un peu plus tard. Et le 10, je pense qu'ils avaient quand même l'idée que ce 10 septembre allait être quelque chose d'une réussite, et ça a été le cas. Je vois ici sur Tarbes, on s'est retrouvés place Verdun avec ces jeunes là, qui sont arrivés. C'était vraiment impressionnant de voir tout ce monde de place Verdun. Puis il y a eu des blocages partout. Moi je suis arrivée, j'étais sur le blocage de route de Bagnères avec la conf. Il y a eu l'hôpital, il y a eu la mobilisation du centre hospitalier de Bigorre avec des personnels, des usagers, mais il y a eu aussi un blocage à Bagnères, au lycée de Bagnères, il y a eu la Neusan. Enfin, voilà, c'est cette multiplication qui a fait aussi que Retailleau, qui pensait quand même pouvoir maîtriser tout ça, s'est fait quand même dépasser, quoi. Et c'est une autre forme de mobilisation qui je trouve originale et qu'il faut continuer. Parce que il faut trouver compte tenu de la répression qui s'organise, il faut trouver des nouvelles façons de se mobiliser, quoi. Alors c'est pas simple parce que on a vu qu'au fur et à mesure les lois elles viennent surenchérir sur tout ce qui est répressif. Et donc, notamment, il y a eu une loi il n'y a pas très longtemps sur tout ce qui était université. Sous prétexte de lutter contre l'antisémitisme, il y a eu une régression en termes de droits, de liberté individuelle, quoi. Alors ce 15 juillet, voilà, c'était 44 milliards de coupes budgétaires, donc on va voir ce que nous propose le Cornu, mais bon, moi je suis pas très optimiste, hein. Voilà, vu son curriculum vitae. Fidèle parmi les fidèles de Macron, donc on ne peut pas en espérer des mesures comme ça de justice sociale et écologique et démocratique du jour au lendemain. Et on a vu d'ailleurs comment ils se sont comportés sur la question de la retraite à 64 ans, sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, alors qu'on l'avait présenté dans notre niche. Ils sont allés jusqu'au bout de la niche pour surtout que ça ne passe pas. Ils n'ont jamais voulu que ce soit voté, ça n'a jamais été voté à l'Assemblée. Et là, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain, en fait, ils présenteraient l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ça me paraît assez impossible. Et donc, ils vont lâcher. On peut espérer qu'ils lâchent quelques cacahuètes, mais ça ne sera pas quelque chose de considérable. De la même manière, on a vu cet été ces 2 millions de signatures contre la loi du plomb aussi, qui a été une surprise pour tout le monde, qui était bienvenue parce que ça a été ça a été un moment difficile quand même, cette loi.
à l'Assemblée parce que c'était une régression déjà pour la santé humaine, hein, parce que il y avait cet article 2 avec l'acétamipride, des néonicotinoïdes qui sont particulièrement nocifs pour la santé humaine, pour ceux qui les utilisent, pour la biodiversité, pour l'eau, enfin voilà, il y avait tout cumulé, quand même pas mal d'études dans ce sens-là et de tribunes de médecins, enfin voilà. Donc moi j'ai eu ma permanence baptisée aussi par la FNSEA à ce sujet parce que j'ai voté contre cette loi. Et je remercie d'ailleurs les amis de la conf qui ont été très sympas de venir mettre des fleurs quelques jours après devant les vitrines. C'était très, je l'ai accueilli vraiment avec beaucoup d'émotion. Et en fait, bon voilà, là aujourd'hui, cette loi elle est maintenue sans cet article 2. Et il va falloir la faire tomber dans sa totalité, parce qu'il y a encore des articles concernant notamment des agrandissements d'exploitation en termes d'élevage intensif qui est insupportable, hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, justement, on doit baisser ce type de concentration d'animaux compte tenu des règlements climatiques. On a vu cet été, par exemple, il y a des élevages de volailles où il y a des volailles qui sont mortes par milliers à cause de la chaleur, quoi. Bon, donc il y a aussi l'agrandissement, la question de l'eau, avec les méga-bassines. Il y a tout un tas d'articles à supprimer encore. Donc il y a un gros travail. On le présentera, ce texte, dans la niche parlementaire au mois de novembre. Donc on verra la réaction de la FNSEA. Donc on va se méfier quand même de ce qui peut se passer devant nos permanences. Mais bon, peut-être ça devrait les avoir un peu calmés quand même, j'espère, la séquence de cet été. Voilà, donc Bayrou, en fait, moi je voulais revenir quand même sur les éléments qu'il a mis en avant pour nous faire avaler son budget de 44 milliards de baisse dans les dépenses publiques, parce qu'en fait, il a axé sur deux choses. D'abord sur la peur, ça c'était évident. Sur la peur et sur le fait que voilà, on a aussi des menaces de guerre, etc. Donc c'est le seul budget d'ailleurs qui augmente, c'est le budget de l'armée. Donc la dette, alors la dette, vous avez entendu par 3300 milliards, avec 1000 milliards de plus depuis que Macron est au pouvoir, depuis 2017. Cette dette, en fait, c'est lui qui l'a construite, hein, avec les baisses fiscales sur les plus riches, 60 milliards par an pour les plus riches, 211 milliards pour les multinationales. Donc c'est des choix politiques, tout simplement, de voter des budgets en déséquilibre en n'ayant pas les recettes en face suffisantes, puisque en fait les dépenses publiques, proportionnellement au nombre d'habitants et depuis 2017, elles n'ont quasiment pas augmenté. Alors elles augmentent, mais en fait proportionnellement au nombre d'habitants et aux besoins, on est à peu près constant, quoi. Donc c'est vraiment une volonté de détricoter nos services publics, notre système de sécurité sociale notamment, et tout ce qui est système de solidarité, quoi. Voilà. Donc les riches décident tout simplement de faire rupture avec ce système-là. Et il va dans ce sens-là. Donc ceux qui pourront se payer l'hôpital, la clinique privée, eux, ça ne leur pose pas de problème. Ils veulent bien faire rupture avec le système de solidarité, parce qu'ils ont à côté tout ce qu'il faut. Et donc c'est à nous de défendre ce système-là, et à dire... et le 10 septembre, c'était ça, c'est-à-dire c'était des gens qui ont dit, là, il faut mettre une limite. On peut pas... voilà, ce que les gens, j'espère, ont compris, c'est que si on ne leur met pas de limite, ils n'en auront pas, tout simplement. Ils iront chercher jusqu'au dernier centime qu'on a dans la poche. Et donc là, c'est 44 milliards, mais Barnier, c'était 60. Et en 2026, ça sera de nouveau 40 milliards d'économies. Donc c'est à nous de mettre les limites. Et ce 10 septembre, c'était le début. C'est le début de cette insurrection, je dirais, de la population, quoi. Donc ça, c'est important, que ça puisse continuer, que le 18, il faudrait qu'on arrive à cumuler à la fois ce mouvement du 10, plus l'intersyndical qui appelle à manifester, parce qu'en fait, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les services publics, bon, on a vu Daniel Kella avec les mobilisations Axiste-Vignon,
mais il y a eu des mobilisations devant des entreprises aussi. J'ai en tête bien sûr les forges de Tarbes qui se sont mobilisées depuis plusieurs années et que j'ai suivies parce que en fait ils sont tout simplement méprisés par la direction et aussi par le ministère de l'Industrie qui nous a accueillis avec Eric Coquerel et le collègue Aurélien Saint-Toul. Et le conseiller nous a totalement, totalement méprisé le travail qu'a fait notamment les délégués syndicaux aux forges de Tarbes en ramenant systématiquement sur mais ce qui se passe là-bas c'est une mobilisation du personnel. Non, c'était pas ça du tout quoi. Voilà, on a eu du mépris et on est sorti de là plutôt en colère. Voilà, il ne faut pas en attendre plus. Donc cette dette, elle est instrumentalisée, tout simplement aussi parce que depuis des années, en fait, les emprunts se font sur les marchés financiers, alors que depuis l'après-guerre, il y avait des emprunts qui ont été faits pour reconstruire le pays, des emprunts qui étaient faits à la Banque de France, à 0%. Et c'est à un moment donné des choix politiques qui ont fait qu'on a privatisé l'argent et on est passé sur les marchés financiers. Mais ce n'était pas une obligation, c'est quelque chose qui a été choisi pour justement favoriser la finance. Et depuis d'ailleurs les budgets sont systématiquement votés en déficit. Pourquoi ? Justement parce qu'il faut que les États empruntent, que l'État emprunte sur... alors ce sont des fonds de pension, ce sont des assurances, ce sont assurances, fonds de pension, marché financier, voilà, et qui sont pour 52% américains, étrangers. Donc c'est ce qu'a instrumentalisé aussi Bayrou pour qu'aujourd'hui les marchés financiers en fait détricotent notre note. Voilà, c'était son but. C'est pas les marchés financiers qui font la démocratie quand même encore. Voilà, donc j'avais noté ces points-là parce que ça me paraissait important de mettre un point là-dessus. Peut-être vous parler aussi de la rentrée étudiante parce que la rentrée étudiante, c'est aussi beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau, que ce soit à Tarbes ou partout en France, on a des inégalités qui se creusent, qui continuent de se creuser entre les jeunes. Et ça, c'est des études qui le montrent. Quand vous êtes fille ou fils d'ouvrier, vous restez en fait dans votre classe sociale. Et quand vous êtes cadre, fille de cadre, vous avez plus de chances de devenir cadre. Et ça se creuse. Donc, c'est un gros problème et on propose, en fait, nous à la France Insoumise, on propose qu'il y ait une égalité de droit avec notamment cette allocation d'autonomie qui serait financée par l'argent qui serait récupéré sur les hauts patrimoines et notamment l'héritage de plus de 12 millions d'euros. Donc ça va, on leur laisse quand même pas mal. Plus de 12 millions d'euros, on récupère et on fait une allocation d'autonomie pour les jeunes. Donc ça me paraît être une mesure d'égalité de droit indispensable aujourd'hui, parce qu'il y a non seulement ces discriminations dues à la classe sociale, mais dues aussi à l'origine et dans le logement aussi. On retrouve ces discriminations dans le logement. Voilà, donc on espère que le 18, on aura beaucoup de monde. J'ai pensé aussi, je suis allée sur le rond-point où il y avait les mobilisations des personnels hospitaliers, parce que ça a été une action que j'ai faite au départ de mon mandat, et ça s'est dégradé depuis, considérablement. J'étais sur le marché jeudi, j'ai discuté avec une dame qui est venue me voir. Alors d'abord elle m'a agressée. Elle me dit, vous ne vous occupez pas de l'hôpital. Donc j'ai essayé de calmer le jeu, on a discuté. En fait, c'était une dame en burn-out qui m'a expliqué que ses conditions de travail, elle ne pouvait plus faire son travail correctement, qu'elle était en arrêt maladie et qu'elle devait reprendre le 1er octobre et qu'elle ne dormait pas. Je dis, de toute façon, vous n'allez pas reprendre le 1er octobre, ça c'est sûr. Et il faut vous prendre... c'est votre santé d'abord, quoi.
Et c'était une dame qui, j'ai senti, qui était d'une grande tristesse de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Donc c'est des dégâts énormes quoi, sur les gens. Et ça, il y en a de plus en plus. La santé mentale, il y a une commission d'enquête en ce moment sur les défaillances des politiques publiques sur la santé mentale. Et donc ça a un impact sur la santé mentale. Ces personnes qui sont détruites au travail, ces personnes, ces familles monoparentales qui doivent assumer non seulement leur travail, mais les enfants qui sont impactés par la santé mentale. Des jeunes, aujourd'hui, des très jeunes qui ne sont pas pris en charge parce qu'il n'y a pas aujourd'hui des moyens suffisants à l'hôpital pour les prendre en charge. Tout ça, en fait, fait qu'on a dans la société des personnes qui devraient relever du soin et qui ne sont pas pris en charge. J'ai visité la maison d'arrêt de Tarbes. Vous avez la maison d'arrêt de Tarbes, c'est une des maisons d'arrêt où il y a le plus de surpopulation carcérale. 3 personnes alors que c'est normalement prévu pour un détenu. Donc il y a des lits superposés et maintenant il y a des lits au sol. Et la directrice m'a dit, on nous a demandé de compter les lits au sol comme étant des places. Voilà, donc ils ont tant de places avec des lits au sol. Donc on ne peut pas avoir une société apaisée dans ces conditions-là, c'est clair. Des problèmes de logement, des gens qui sont dehors, des étudiants à l'aide alimentaire. Donc voilà, donc on voit petit à petit que cette dégradation, 15,4% de la population dans la pauvreté, c'est plus que 2017 encore, puisqu'on était autour de 12%, ça a augmenté. Donc tout ça forcément, c'est les mesures tout simplement, hein, parce que nous on se bat à l'Assemblée contre des lois injustes qui, on le sait, en fait, vont creuser les inégalités et accentuer la pauvreté. Et une fois que c'est voté, que ça a fait son cheminement parlementaire, que les décrets sont appliqués, ça s'applique sur les gens. Et depuis des années, c'est que souvent elles se cumulent. On l'a vu sur la retraite, on le voit sur les baisses de financement des services publics. Et ces lois se cumulent. Et voilà, au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi. Donc c'est ce qui est en train d'être fait et j'en suis ravie. Et on espère que le 18, ça va être un moment fort en plus, et je ne doute pas, pour dire stop au gouvernement du nouveau, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Le coronu. On l'a déjà, mais on a du mal même, hein, tellement qu'il change, parce que ça fait quand même 7 premiers ministres qu'on a depuis 2017 et 5 depuis 2022. C'est ça. Donc on n'arrive même pas à enregistrer de toute façon les noms des ministres avec Guy Part, quoi. Voilà. Bon ben je trouve que ça serait sympa qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions à poser, c'est le but aussi de ce soir. Donc ben, encore merci à vous d'être là et je vous passe le micro. Voilà. Oui, donc comme disait Sylvie tout à l'heure, donc je suis enseignant à Sixte-Vignon, le lycée professionnel qui est pas très loin. Et donc on a débrayé 2 jours après la rentrée, en fait, en raison de réduction de budget, notamment une section architecture, pour laquelle un demi-groupe n'a pas été créé alors qu'il y avait suffisamment d'élèves. Et ce qu'on proposait aux enseignants, c'était de diviser le groupe en 2 et qu'un enseignant passe d'une salle à une autre, donc ce qui est pédagogiquement assez disruptif. Voilà. Donc en fait, les collègues, en fait, c'est parti de la section architecture, justement, de collègues qui ne sont pas du tout syndiqués, pas du tout politisés. J'en soupçonne même quelques-uns d'avoir voté Macron. Donc justement, c'est comme tu disais, c'est beaucoup de collègues qui prennent leur travail à cœur, qui sont un petit peu le nez dans le guidon de mon point de vue et du point de vue d'autres collègues un peu syndiqués, un peu plus politisés. Mais là, on voit que même eux, ils voient les conséquences directes et concrètes de ce qu'est un budget d'austérité. Je crois que leurs illusions, elles commencent à s'effriter un petit peu, quoi. Donc c'est parti d'eux, c'est assez intéressant, c'est pas du tout les plus syndiqués. Alors après, là-dessus, se sont greffés d'autres problèmes de grignotage, comment dire, d'économie complètement mesquine sur, vous savez, il y a dans les lycées, il y a les IMP, des financements pour les missions particulières. Et voilà, notamment tout ce qui concerne l'informatique. Enfin, le collègue voyait son financement réduit de je ne sais plus combien. Alors ça se chiffre normalement à 4 000 € par an.
Donc le collègue, en fait, il est disponible, il a son emploi du temps, et c'est lui qui doit gérer tout le problème informatique. Enfin, on l'appelle dès qu'on a un problème, il vient. Et là, on lui rajoutait des missions supplémentaires avec du pognon en moins. Donc lui, il a pas accepté. Et d'autres missions qui n'étaient pas financées, une section qui ferme également en mécanique, une formation complémentaire en contrôleur technique, etc. Donc voilà les conséquences directes et concrètes de ce qu'est un budget d'austérité. Et ce qui est pas mal, effectivement, c'est que, moi je trouve, c'est que ce sont des collègues qu'on voit rarement faire grève, rarement participer aux assemblées générales. Bon voilà. Après, ce que tu disais par rapport au Premier ministre, enfin là je saute du coq à l'âne, c'est pas un choix anodin, le Cornu. C'est quand même le ministre des Armées, et je pense qu'il y a un message qui est donné à la population, c'est pas rien. C'est celui qui a accepté les 5% du budget. Donc je pense que ça envoie aussi un message par rapport à la façon dont le gouvernement a l'intention d'appréhender les futurs mouvements sociaux aussi. Citoyen Olivier Ducrot. Moi, je rebondis par rapport aux mouvements sociaux et par rapport à la journée du 18. Bon, j'espère que ce sera un succès, mais j'espère qu'on ne va pas se caler sur le calendrier syndical. Il va falloir que les citoyens et citoyennes puissent se mobiliser, on va dire, en dehors de ce calendrier syndical qui peut être malheureusement, on l'a bien connu, nous faire tourner en rond pendant des semaines et des mois. Donc aujourd'hui, il y a eu une mobilisation citoyenne qui s'est passée à 10h à Tarbes, place Verdun. On a rassemblé, bon, c'est vrai, pas grand monde, une centaine de personnes. Il y a eu des ateliers créatifs pour porter des messages revendicatifs divers, parce que il n'y a pas que le plan d'austérité de Bayrou-Macron ou le Cornu qui impacte la vie des gens. Il y a aussi des choix par rapport à l'effort de guerre qui impacte le budget de différentes familles. Il y a aussi par rapport à la loi du plan qu'on a évoquée. Donc il y a tout un système qu'il faut renverser, le capitalisme. Et si je reviens sur le mouvement social, c'est-à-dire qu'il va falloir s'emparer dès la journée du 18, nous en tant que citoyens, de comment on s'organise pour continuer en dehors du calendrier syndical, pour pouvoir se mobiliser, informer les gens et avoir des actions, on va dire, un peu de coups de poing à droite et à gauche pour pouvoir continuer à mettre la pression à monsieur Le Cornu. On espère qu'il ne va pas rester longtemps, jusqu'à atteindre éventuellement la démission de monsieur Macron, qui était l'objectif de certains, je veux dire, dans la manif du 10 septembre, on a entendu quand même pas mal de citoyens, citoyennes, de militants, militantes qui ont scandé démission Macron. Donc voilà, c'était pas que le plan d'austérité de Bayrou, c'était aussi on veut amener une transition, une transformation assez rapidement de la société. Voilà, tout simplement. J'ai une question sur quand on voit actuellement l'état de notre pays, les risques de voir l'extrême droite, même une montée fasciste, les ingérences de l'État dans les différents contre-pouvoirs, que ce soit la presse, avec des interdictions aux journalistes de pouvoir intervenir, relayer l'information, la censure partielle de décisions de justice par l'État, les ingérences par le Conseil constitutionnel, la mainmise qu'a le gouvernement. Comment nous, citoyens, collectivement, nous pouvons nous assurer de rester dans un état de droit tel qu'il a été prévu par notre Constitution initialement? Pour revenir sur le Rassemblement national, on entend un peu moins Marine Le Pen en ce moment. Elle reste, après les affaires qu'elle a, les casseroles qu'elle a sur le dos, elle a préféré rester un peu en retrait, et puis ils ne se sont pas prononcés sur ce mouvement. Sur le bloc tout du 10 septembre, on les a très peu entendus. Ensuite sur les lois, franchement, ils votent quasiment 80% avec la Macronie. On l'a vu sur la loi du plomb, notamment, où ils ont défendu. Il y a même des textes en fait où la Macronie, le bloc central était assez peu présent. Et c'était le Rassemblement national qui était là pour défendre des textes de la Macronie, quoi. Donc ils ont accompagné. Alors dans le discours, on a vu Marine Le Pen faire un discours lundi sur le vote de confiance, en fait, vent debout contre Bayrou. Mais après concrètement sur le terrain, par exemple, ils n'ont pas du tout appelé à participer au 10. Voilà, c'est l'assurance vie de Macron. Et d'ailleurs, avec Retailleau au gouvernement,
on a vu que en fait, l'extrême droite, elle est déjà au gouvernement. Après, en ce qui concerne les médias, les médias, il n'y a pas de pluralité aujourd'hui. Donc, c'est ce que je disais en tout début, c'est-à-dire que nous, on a nos forces militantes pour aller en fait vers les populations, et on le voit quand on fait des porte-à-porte. Quand on fait des porte-à-porte, on se retrouve avec des gens qui nous sortent directement ce qui est dit sur CNews ou sur BFM. Donc, il faut arriver à déconstruire en fait ces discours tout faits. Alors, on y arrive, on peut y arriver, mais il faudrait revenir tous les 15 jours chez la même personne. D'où l'importance, parce qu'on a quand même fait 22% à la dernière élection présidentielle, ce qui était quand même à 400 000 voix près, on était au second tour. Ça veut dire qu'on a des électeurs partout, quand même. Donc, mais le passer au fait d'agir pour ce qu'on pense politiquement, il y a une marge, quoi. Donc c'est là aussi qu'on se dit que ça peut être gagné si on a quelques personnes dans des secteurs, juste pour mettre aussi quelques tracts ou pour aller discuter sur les marchés. Ça peut aller très vite. Donc on va travailler à ça aussi, à faire grossir nos groupes d'action, à les développer, à recruter. Voilà, ça fait partie aussi de notre travail. Et moi, j'essaye de le faire aussi, dans ma position de député. Ça fait partie aussi du fait d'avoir une parlementaire sur la circonscription, sur le département France Insoumise, c'est quand même bien aussi, quoi, pour arriver à mettre en avant nos propositions. Et en ruralité, c'est toujours très compliqué, parce que quand on regarde la carte du département, on voit l'implantation du Rassemblement national, c'est beaucoup sur le nord du département, parce que c'est des endroits où justement on n'est pas présent, quoi. Voilà. Et où c'est difficile d'aller militer. Et pareil dans les vallées, fond des vallées, en montagne, quoi. C'est aussi très compliqué. Voilà. Bon, donc on le sait et on essaye de faire au mieux. Je ne sais pas si j'ai répondu par rapport au droit constitutionnel. Comment est-ce qu'on protège notre République et la démocratie ? Oui, alors ça fait partie aussi de notre constitution, c'est la 5e République. Donc la 5e République, il y a des outils que Macron use et abuse pour justement les 49.3, il y en a eu 27 ou 28 49.3, donc qui sont utilisés systématiquement quand, notamment sur le budget Barnier, qu'on était arrivé à amender avec 57 milliards de budget supplémentaire. Donc on est arrivé à transformer son budget au point qu'ils ont voté contre leur propre budget et ensuite c'est passé par 49.3. Donc ça veut dire que de toute façon ils ne sont même pas prêts à des compromis, parce que là ils nous baladent avec les histoires de compromis, ils ne sont pas prêts au compromis, parce qu'on l'a fait, tout simplement, ça a été fait, ça a été voté en commission, ça a été voté en assemblée, et en fait ils balayent tout ça d'un revers de main, quoi. On l'a vu aussi avec l'utilisation sur la loi du plomb de la motion de rejet, qui est normalement utilisée pour rejeter un texte. Voilà. Là, non, ça a été utilisé pour que ça puisse être voté sans débat. Voilà, la loi du plomb, elle a été votée sans débat. Donc c'est passé en commission mixte paritaire, en fait, c'est un peu technique, et ça a été voté sans débat. Donc, et il y a pas mal de textes aussi qui finissent par passer comme ça. Bon, voilà, donc tous les outils les plus antidémocratiques de la 5e République, la Macronie, ils les ont utilisés. Donc on a donc le collègue Pierre-Yves Cadalin qui était venu à la Bourse du Travail sur la question de la 6e République, l'Assemblée constituante. On sait que ça avait été beaucoup mis en avant lors des mobilisations des Gilets jaunes, avec le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, parce que on voit qu'on en a besoin, quoi, aujourd'hui, de ça. Donc voilà, quand on sera au gouvernement, on mettra tout ça en place, quoi. Une assemblée constituante avec une remise à plat de notre façon de décider,
tous ensemble et qui décide aussi. Hein. C'est important de savoir comment on décide et qui décide. Voilà. Mais pour prolonger en fait ce que vous disiez par rapport au risque, je pense que en plus en ce moment la charge elle est énorme, quoi, y compris sur la LFI. C'est-à-dire que tout propos, tout commentaire, tout argumentaire, tout rapport, toute analyse est tout de suite scruté, où on prélève un mot, une expression, et tout de suite la fachosphère bombarde et on reçoit tout de la fachosphère au service public, parce que si on écoute, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Donc c'est vrai que la charge, elle est énorme. Il va y en avoir une deuxième qui arrive. Il y a un bouquin qui doit sortir là, sur la collusion entre LFI et le mouvement islamiste. Donc, et là, oui, c'est un livre qui va arriver. Oui, il y a même il y a un bouquin, il s'appelle, c'est un Syrien qui l'a écrit, qui habite en France déjà depuis pas mal d'années, et qui commence déjà à monter. CNews en a consacré quasiment une bonne partie. Voilà. Donc, je n'ai pas de solution, parce que la vraie question c'est là, mais que je trouve que dans ce contexte-là, ça impose aux militants, enfin, ou tout au moins à ceux qui s'intéressent à la vie politique, de s'informer à chaque fois. Parce que dès qu'on prend dans la figure les éléments, si on en reste à l'information telle qu'elle nous est livrée, la réaction est tout de suite un peu réaction d'étonnement ou de rejet. Et donc, il faut aller chercher l'information quelque part. Je donne un exemple, l'affaire Chikirou sur la Chine, par exemple. Alors bon, on peut discuter des heures, sauf qu'il y a un rapport qui a été fait, c'est un rapport de la Commission des Affaires étrangères au niveau européen, et que si on ne va pas le lire, et alors c'est vrai que c'est copieux, hein, c'est un sacré truc, mais il faut au moins aller chercher les éléments. Si on ne va pas les lire, on prend ça dans la figure et on se dit, les filles sont complètement débiles, quoi. Dire que la Chine n'est pas une dictature, c'est une débile. Or, ce qui est écrit dans le rapport, c'est tout l'inverse, c'est qu'il n'y a pas de notion de dictature qui est prononcée, et il y a même une explication sur la culture chinoise qui fait que, pourquoi on abandonne, alors, on peut ne pas être d'accord, et on ne l'est pas. Moi, la culture chinoise, ça m'intéresse pas, c'est pas mon genre, c'est pas mon truc. Mais où on explique effectivement pourquoi il y a une forme d'acceptation de la notion de liberté au profit d'une prospérité. C'est une culture chinoise, il faut l'analyser. Et ça, c'est pas des LFI qui le dit. Il y a 48 membres de la Commission des Affaires étrangères européennes qui ont validé le rapport. Soit on considère que c'est tous des gauchistes, voilà. Bon, donc ça veut dire que ça oblige effectivement les militants d'aller s'informer, d'aller chercher l'info pour contrecarrer dans les discours les éventuels retours qu'on a comme ça en direct, quoi. C'est un sacré boulot, hein. C'est très... ça fatigue même. Donc oui, c'est important de faire vivre tous les médias alternatifs. Et par exemple, l'information selon laquelle les journalistes n'auraient plus le droit, pourraient se faire tabasser par les manifs, ce que vient de faire Retailleau, moi je l'ai vu dans le média TV. Donc le média TV, ils essayent de rentrer sur la télé, et ils ont fait pas mal de demandes à l'Arcom, et ils ne veulent pas, évidemment. Il n'y aurait qu'une seule chaîne de télé sur 15, mais même ça c'est trop. Donc on voit l'importance de la diffusion des idées. Et donc, si chacun donne ne serait-ce que quelques euros aux médias, bon, ça peut leur permettre de vivre, de faire plus d'émissions. Il faut vraiment pousser là-dessus, parce qu'on ne fera pas la révolution avec des gens qui sont biberonnés à CNews et à BFM. C'est vrai que quand on distribue, on voit des choses sortir, on dit, oh, mais les insoumis voulaient faire venir Poutine, quoi. Moi, j'entends des trucs comme ça, mais ça, ils l'ont pris sur les médias. Donc ça, c'est des choses importantes. Et après aussi, j'avais eu sur... un autre média, où ils expliquaient que ce qui est typique chez le RN, c'est de plus vouloir le Conseil constitutionnel. Parce que si un jour ils arrivent au pouvoir, et qu'ils prennent des mesures contre les populations immigrées, etc., dans la Constitution, ça serait inconstitutionnel. Donc ils ne pourraient pas. Donc le Conseil constitutionnel, ils n'en veulent plus. Pourquoi ? Ça permet d'opprimer ça leur permettrait, avec des lois, d'opprimer les minorités. Donc voilà. Et si on doit défendre la République, c'est l'ensemble des citoyens qui la défendront. Ça se fera tout seul dès qu'on arrivera à monter en puissance, quoi. Mais c'est vrai qu'après, la fachosphère, elle s'insinue partout. Il peut y avoir des juges, il peut y avoir... Et ça, c'est vrai que c'est très dangereux, ça fait flipper. Mais c'est un marqueur, c'est un marqueur du fascisme, le fait de ne plus vouloir de Conseil constitutionnel. Voilà, ça permet après d'avoir des lois... Voilà. Après, juste pour rappeler sur la dette, parce que c'est leur couteau suisse, ça leur permet de tout justifier.
Ils disent pas aux gens, ben écoutez, on va vous plumer pour donner aux riches. Ils disent, on vous plume parce qu'on est endetté. C'est la seule façon qu'ils ont de justifier les inégalités. Et bon, là, Sylvie en a parlé, mais c'est très, très important de se rendre compte que la dette publique, on l'a mis dans les mains des privés pour leur plus grand profit. C'est un outil de transfert de richesse. Parce que imaginons qu'on n'ait plus de dette à payer, c'est presque le budget de l'éducation nationale, une 50aine de milliards. Ben, les marchés financiers, ils n'auraient pas cette manne qui tombe. Et d'ailleurs, dès que des titres de dette sont émis, tout le monde se précipite pour en acheter. C'est juteux. C'est juteux. Donc c'est une escroquerie financière. La dette publique, c'est une escroquerie financière. Si l'État avait pu continuer comme il le faisait avant à emprunter à la Banque de France, ben, il n'y aurait plus de dette. Puisque la dette, elle est constituée à 90% d'intérêt. Et quand vous empruntez à l'État, vous pouvez emprunter à 0% d'intérêt. Et même à une époque, l'État ne remboursait pas la totalité de sa dette. C'est-à-dire qu'il empruntait avec des taux négatifs, en fait. Si on estimait qu'il n'y avait pas trop de monnaie en circulation, ben on ne remboursait pas une partie de la dette. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que souvent, à l'heure actuelle, on est obligé de faire avec les règles européennes. Et ça voudra dire que, parce que l'article 123 du traité de Lisbonne interdit aux États d'emprunter directement à la Banque Centrale Européenne, à 0%. Donc voilà, on est obligé de faire avec. Donc on entend souvent les responsables insoumis dire qu'on va faire comme ça pour rembourser la dette. Mais de temps en temps, il faut sortir du cadre et dire, voilà, c'est une escroquerie. Hein. On devrait pouvoir emprunter pour les hôpitaux, pour les écoles à 0%, si on a besoin. Et bien sûr, on n'aurait pas besoin d'emprunter si on votait des budgets à l'équilibre. Hein, si on prend les milliards aux milliardaires, ben voilà, il n'y a plus besoin d'emprunter. Et donc, du coup, la dette, on l'assèche, quoi, très rapidement. Donc, ça a été monté, et je dirais que si elle n'existait pas, ils s'empresseraient de la construire. Et d'ailleurs, on voit bien qu'en Macronie, ça fait 1000 milliards de plus. Parce qu'ils servent des intérêts aux copains, quoi. Donc, plus il y a de dettes, plus ils s'enrichissent. Donc, voilà, tout ça, il faut l'expliquer, parce qu'à l'heure actuelle, c'est leur cheval de bataille. Ça a toujours été leur cheval de bataille. Et ils diffusent partout cet intox. Donc, il y a des gens qui y croient. Hein. Voilà. Et les gens ne savent pas non plus que quand on emprunte de l'argent, que ce soit en particulier au État, c'est pas l'argent des autres. L'argent, il est créé au fur et à mesure et il est détruit lors des remboursements. Mais un État qui emprunte, s'il ne rembourse pas, personne ne sera lésé. Parce que c'est pas l'argent des déposants. Hein. C'est créé, ça s'appelle la création monétaire ex nihilo, à l'extérieur de rien. Donc c'est créé à partir de rien. Et quand on rembourse, c'est détruit. Mais voilà, tout ça, il faut le rappeler parce que, enfin, je sais pas, on aura du mal à... les médias font un énorme travail, c'est pour ça. Moi, je pense qu'on est bien, on fait ce qu'il faut, mais on a en face un ennemi qui a tous les médias. Donc, partant de là, c'est difficile d'avancer parce qu'on est bombardé sans arrêt. Ça a été dit, tout est déformé, faut expliquer, etc. Voilà, il y a un travail. L'information me paraît quelque chose de fondamental. Moi, je voulais rebondir par rapport on parlait du Front National et ses idées. Il y a un combat de mener bientôt, parce que le 10 septembre, il y a quand même un meeting du Front National avec Alliot, RN et Ciotti, Union des droites, qui sera à Tarbes. Donc il y a quand même, je dirais, à ne pas laisser le terrain libre à l'extrême droite. Donc il y a eu déjà une concertation entre certains syndicats et certains partis politiques pour créer une manifestation à 17h30 place des Ormeaux jusqu'au rond-point devant le parc des Expositions pour montrer qu'il y a une position dans le 65 par rapport à la venue de l'extrême droite. Et ensuite, je pense que, c'est mon avis, mais par rapport à cette journée de venue de l'extrême droite, il serait intéressant qu'il y ait un communiqué de presse peut-être de la France Insoumise pour dénoncer, on va dire, les mensonges de l'extrême droite, par exemple, par rapport aux cotisations sociales, qui eux appellent charges sociales. Eux veulent baisser les cotisations sociales pour augmenter les salaires pour les salariés, mais bon, à quelle hauteur, je ne sais pas, mais ça va pas pénaliser, on va dire, ça va fragiliser la Sécu, donc voilà. Est-ce que le FN est pour la Sécu? Est-ce que le RN est pour les cotisations sociales? Est-ce que le RN est pour, on va dire, les services publics? Peut-être trouver un argumentaire à mettre à la presse, si la presse le diffuse, bien sûr, sur 5 ou 6 thématiques pour dénoncer les mensonges du Front National ou comment ils votent à l'Assemblée. Ce serait peut-être aussi un moyen de créer ce combat idéologique, hein, c'est ça, par rapport à la venue de l'extrême droite. Et ce qui est important, c'est aussi d'occuper le terrain
Et j'invite les citoyens et citoyennes à venir mercredi prochain face au parc des expositions. Voilà. On parle beaucoup de ce que l'on subit. On subit les médias, on subit le gouvernement. Alors il faut arrêter de subir. Dans cette période-là, qui est un peu extraordinaire, elle est extraordinaire par le fait que un mouvement soit né comme ça, spontanément, en dehors des partis politiques. Nous avons d'ailleurs précisé que nous accompagnerions en tant que France Insoumise sans instrumentaliser, sans instrumentaliser. Et donc, l'idée, elle est que dans ce moment-là, et ça s'est prouvé mercredi lors de l'agora qui a eu lieu sur la place Verdun, la rupture, c'est que les gens qui savent ou qui sont repérés comme supposés savoir se taisent enfin. Et quand les gens supposés savoir se taisent enfin, il y a un espace qui se crée, un espace libre, un espace potentiel, où les gens, où les personnes, le mot gens, écartons-le, où chaque individu ose s'avancer et prendre la parole non pas du point de vue de tout ce que l'on subit à la radio, mais de ce que chacun subit dans sa vie personnelle et la manière qu'il a de mettre ça en mots, et donc de se repolitiser lui-même. Donc je pense que ce moment-là, il faut continuer à le travailler, c'est-à-dire en finir avec le mot « convaincre ». Je suis allé à la rencontre de cette personne pour la convaincre. Ben, la rupture, elle est dans l'inverse, elle est évidente. La rupture, elle est de faire en sorte que chaque individu prenne la parole, ose prendre la parole, ose entrer dans l'arène politique, arrête de déléguer son pouvoir, arrête de dire pour qui il va falloir voter aux prochaines élections municipales. Il faut faire en sorte que chacun prenne enfin son destin en main. On a tout le cadre du programme, etc. Mais faisons en sorte que les paroles puissent individuelles, inconnues, inattendues, surprenantes, dérangeantes, adviennent, et arrêter d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire, etc. Donc moi j'arrêterai là pour le moment. J'aurais une remarque, mais je n'ai pas besoin de micro, hein, je pense que j'ai la voix qui porte. Pour aller dans votre sens, en fait, moi c'est vrai que je suis atterré. Ah, vous m'entendez? Pour aller, d'accord, Pour aller dans votre sens, en fait. Bon, moi, c'est vrai que je suis atterré dans ces chaînes en continu, etc. Je crois qu'il y a vraiment un boulot à faire de déconstruction, mais immédiatement. C'est-à-dire, on peut vraiment ils sont très faciles, finalement, à déconstruire, ces gens-là, au niveau argument, hein, je parle. Et j'en ai marre, par exemple, d'un vocable comme ça, c'est l'ultra-gauche. C'est-à-dire qu'on met dans un ensemble, comme ça, on accole, c'est l'ultra-gauche. Mais enfin, comme le disait monsieur, on était tous à la manif l'autre jour, en fait, c'est des individus, c'est des personnes, c'est un ensemble. C'est-à-dire, c'est à chaque fois, et ça, c'est aussi un devoir, je pense, des gens qui sont, vous qui êtes médiatisés, etc., de déconstruire systématiquement ça. C'est-à-dire, non, mais l'ultra-gauche, qu'est-ce que vous mettez derrière l'ultra-gauche? Moi, je suis, par exemple, plutôt d'obédience anarcho, mais est-ce que pour autant, je suis un ultra-gauche? J'en sais rien. Non, je suis quelqu'un qui est là pour défendre la liberté, qui est là pour défendre des droits. Et là, on observe, et j'ai regardé les chaînes en continu derrière, et ça me donne envie de vomir. C'est-à-dire, tout a été fait sur l'ultra-gauche, sur ces casseurs qui étaient manipulés par la France Insoumise. La France Insoumise n'a peut-être même rien à voir là-dedans. C'est un mouvement qui est spontané, et donc c'est très dangereux, ça, parce que tous les médias que les gens écoutent, en tout cas, c'est ce qu'ils relaient. Et ça, c'est aussi un de nos devoirs, je pense, quand on est à chaque fois, dire, mais attendez, l'ultra-gauche, c'est quoi l'ultra-gauche? Ça, non, nous, on est des... Et c'est vrai, quand on entendait ces jeunes
Je veux dire, il n'y a rien eu c'était un mouvement, vous vous demandez même pourquoi les gens étaient sortis dans la rue quelque part. Il n'y a rien eu sur ces jeunes. Moi, j'avoue que ça m'a vraiment ému d'entendre des jeunes, comme ça, les agoras, ça s'est déjà fait. C'est vrai que c'est très bien pour ça, parce que mais à un moment donné, il va falloir compulser tout ça pour effectivement arriver aussi à des orientations, indépendamment même des programmes politiques. Hein. Je veux dire, c'est vraiment des ressentis de ces personnes-là. Voilà, je voulais juste faire cette remarque parce que rien n'a été dit. Moi, j'ai entendu des jeunes qui disaient à 15 ans ou 16 ans, je vais me retrouver à la rue. Je veux dire, et c'est ce qui nous attend, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et plus on va allonger l'âge de la retraite, plus ce sera le cas. Parce que même quelqu'un qui aurait très bien travaillé, admettons 35 ans de sa vie, moi j'ai connu la période du non-emploi quelque part, hein, parce que c'était des intérims, etc. Ils oublient tout ça, les études qui ne sont pas prises non plus pour la retraite. C'est 5 ans et 5 ans perdus. Donc en fait, on pourrait même travailler jusqu'à 90 piges, hein, s'ils veulent. Enfin, je veux dire par là que il n'y a rien eu sur les messages de ces jeunes qu'on dit on fait nos études, on trouve pas de travail. Parce qu'il n'y a plus de travail. Je dis oui, il y a du travail quoi, dans le tertiaire. En fait, quelque part, ça, il y a plus. Il faut réindustrialiser. Enfin, grosso modo, il y a plusieurs mots. Il y a relocalisation, réindustrialisation. Parce que tout ça s'accompagne. Moi, je ne sais pas si vous avez la solution. Mais de base, déjà, c'est la finance. C'est comment l'éradiquer une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis... Non, mais c'est pourquoi ils nous ont mis, je veux dire, à un moment donné, depuis les années 80, ils nous ont mis dedans, donc ils nous ont rendus dépendants. Donc du grand... En plus, je pense que c'était des amateurs, moi, personnellement, parce que c'est comme quand on joue au poker, ils y sont allés sans savoir où ils mettaient les pieds. Et donc, moi, ce que j'attendais aussi d'un mouvement comme ça, c'est comment... Moi, là-dessus, j'ai pas de solution. J'ai beaucoup écrit, là-dessus, j'ai pas de solution. Je sais pas. C'est comment déconstruire, effectivement, ce modèle financier qui va faire des sociétés, effectivement, de non-emploi, où on va... En plus, on nous culpabilise. On nous responsabilise à chaque fois. C'est, écoutez, on va taper sur les chômeurs. On sait très bien. Enfin, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vous devais sentir l'émotion. J'ai quand même bien la rage contre eux. Il y a vraiment de quoi les dézinguer facilement, en tout cas par la parole, je pense. Moi, je sais pas, j'ai été invité dans des plateaux télé, très sincèrement, et s'il fallait que je vocifère en tant que la France Insoumise, ils se font couper la parole systématiquement. On les entend pas. Et sur des attaques qui sont graves, sur lesquelles on doit répondre. Ça, je sais que vous le dénoncez, je sais que derrière, vous avez gagné maints procès par rapport à ça, mais il faut que les gens puissent l'entendre encore plus. Parce que c'est comme ça qu'on fera régresser le Front National et les autres, c'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas d'autre combat, c'est celui de la parole. Et le champ sémantique, à mon avis, est hyper important. Ultra-gauche, pourquoi? Qu'est-ce que vous mettez? Ultra-gauche. Non, j'en sais rien, moi je défends ça. Fais-moi quelqu'un. Parce que l'ultra-gauche, c'est négatif, vous voyez, pour beaucoup de personnes. C'est une criminaliste quelque part. Aujourd'hui, même, on est des antisémites, paraît-il, quoi. C'est quand même incroyable. Donc, à un moment donné, voilà. C'était juste une remarque que je voulais faire, parce qu'un cri comme ça, parce que j'en ai plein le cul, quoi, de tous ces enfoirés. Voilà. Aux 3 interventions précédentes, à chaque fois, on retrouve l'importance de l'information. Donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi je crois que nous, à notre niveau, il y a une nécessité d'aller chercher des informations les plus pertinentes possibles. Et pour revenir sur ce que disait Laurent, ces informations, la plupart du temps, on y a accès sur des médias indépendants. Alors, Sylvie t'a dit tout à l'heure que tu avais tracté et convaincu une dame qu'il aurait fallu revenir tous les 15 jours. La télévision, elle reste chez les gens tous les jours. Alors, par rapport à ce que disait Laurent, il y a quelques médias indépendants. Il y en a un qui tient la corde, qui a l'intelligence de ne pas être affilié à aucun des partis. C'est le média, tu l'as cité tout à l'heure. Moi, je crois que c'est extrêmement important de leur apporter notre aide en les écoutant. L'abonnement mensuel coûte 5 €. C'est bien qu'on puisse avoir accès à toutes les émissions gratuitement. Ce n'est pas un effort financier énorme. Ils cherchent à pouvoir avoir accès aux chaînes TNT pour pouvoir diffuser sur la télévision. Et je crois que si on arrivait à faire ça, ça allégerait, ça se substituerait pas, mais ça allégerait notoirement le travail militant, parce qu'on ne peut pas être chez personne tous les 15 jours, alors que la télé, elle y est tout le temps. Voilà. Donc moi j'insiste là-dessus, je le dis assez fréquemment, mais aidons les médias indépendants et les médias. Sur l'importance de l'information, moi je prends une anecdote toute simple. J'ai discuté avec un agriculteur, tu as parlé tout à l'heure des bassines. Sur le problème des bassines, je n'ai pas réussi à le convaincre vraiment.
Quelque temps après, j'ai regardé une émission sur Off Investigation, qui était vraiment d'une limpidité absolue. J'ai eu la même discussion 15 jours après, avec la même personne. Je crois que j'ai été bien plus efficace, parce que le reportage permettait de détricoter toute l'affaire et de s'apercevoir qu'en fait, derrière la propagande sur la culture intensive du maïs, la vraie volonté politique qu'il y avait, quand Macron a imposé ça sous un couvert de souveraineté alimentaire nationale, en fait, c'est la volonté de développer le port commercial de La Rochelle, avec tout le transport maritime qui est derrière pour envoyer les céréales en Afrique et en Amérique. Et la dernière étape qui était à franchir, c'est de voir que les deux compagnies financières qui sont là derrière, CMA, CGM et celle de... Alors une appartient à Jérôme Saadet, elle y a été offerte par Chirac, alors qu'elle était en propriété nationale jusqu'à ces années-là. 50 milliards de bénéfices sur les 3 dernières années, et la deuxième, elle appartient à la famille d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Voilà, donc dès qu'on tire un fil, on s'aperçoit qu'on détricote, qu'il y a toute une source d'informations qui arrive derrière. Si on ne les a pas, on ne peut pas argumenter. Donc j'insiste, en complément de ce que disait Laurent, important c'est d'avoir accès et d'aider les médias indépendants. La manif de Toulouse s'est bien passée, mais c'est mal fini. Mais sinon, c'était assez calme pendant toute la manif. Je n'ai jamais fait une manif aussi rapide. On marchait à 2000 à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une certaine ambiance, mais c'était vraiment très bon enfant. Enfin, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une manif aussi calme. Vraiment, voilà. Et sinon, à la fin, comme d'habitude, on s'est fait beaucoup gazer. À la fin, quoi. Voilà. Mais on a fait toute la manif sans se faire gazer ailleurs. Et ça, c'est assez remarquable. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a eu des AG faites dans les facs, les jours d'avant et les semaines d'avant. Mais bon, vu que le Mireille, en gros, la fac de golf de Toulouse n'avait pas fait sa rentrée quasiment au niveau du 10, il n'y a rien qui bloque, en tout cas pour l'instant, à voir le 18. Mais ça n'a pas l'air de bloquer. Enfin, il y a quelques lycées qui ont été bloqués quelques heures, quoi, mais je pense pas que ça aille plus loin que ça. C'est très ponctuel. Oui, bonsoir à tout le monde. J'entends tout ce que vous dites et je m'interroge en même temps de savoir si nous nous dispersons pas trop en nous intéressant essentiellement à ce qui se passe au niveau national et international. Quand on parle du RN, si nous restons local, je pense que en nous informant bien, nous avons les moyens de le contrer. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, dans notre département, comme dans tous les départements, la loi Notré, qui va nous être imposée au 1er janvier 2026, va nous obliger à revoir notre façon de gérer l'eau. Le RN, localement, il ne s'y intéresse pas. Et nous, je crois que nous ne nous y intéressons pas suffisamment. Nous sommes trop peu nombreux à regarder ce qui se passe. Et il va se passer des choses relativement importantes. Le prix de l'eau que nous allons avoir au robinet, dans beaucoup de cas, il risque d'augmenter et de façon substantielle parce que les choses vont s'organiser sans nous. Et je pense qu'il faut que nous, en tant que France Insoumise, on informe les citoyens et qu'on les incite à participer, à comprendre ce qui va se passer et à lutter. Je vais prendre un autre exemple totalement local. Est-ce que vous avez remarqué combien les champs de maïs dans notre campagne, là, ces jours-ci, sont ratatinés? Ce qui veut dire quoi? Qu'on fait de l'ensilage. Mais on n'aura pas de graines de maïs. Parce que le maïs en grains, celui qui sert à nourrir les animaux, donc à nous permettre d'avoir de la viande de qualité, il est déjà récolté. Le prix du maïs, il va grimper terriblement, ça c'est quasi sûr. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est le prix de la viande qui va grimper. Et c'est nous, consommateurs, qui allons dérouiller derrière. Donc, il me semble que si on s'appuyait sur des événements
locaux, on pourrait peut-être faire évoluer, faire mieux comprendre la politique. Je prends un autre exemple. Tout à l'heure, Sylvie, tu as parlé de l'ancienne forge de Tarbes. Est-ce que vous avez remarqué que la société Europlasma, qui les a repris et qui les met en difficulté, c'est la même société à qui on vient de confier la reprise des fonderies de Bretagne? Ce sont eux qui sont derrière. Donc les fonderies de Bretagne, qui sont beaucoup plus gros que l'ancienne forge de Tarbes, et Dieu sait si je la connais pour y avoir travaillé, eh bien, ils vont souffrir de la même façon. Et ça, ça se sait pas, c'est pas dit. Les médias nationaux, ils se taisent là-dessus. Il y a des collègues qui ont proposé une commission d'enquête sur Europlasma. Mais bon, pour l'instant, je sais pas. Ouais, il y a des collègues qui ont proposé une commission d'enquête sur Europlasma parce c'est des sociétés multinationales financières qui récupèrent qui font pas forcément les investissements qu'ils ont promis de faire, notamment ce qui s'est passé aux Forges de Tarbes, et ils rachètent. Ils ont racheté Valdune, ils ont racheté les Forges de Bretagne, non, c'est ça, les fonderies de Bretagne. Mais voilà, ils rachètent plein de sociétés comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des subventions aussi, ils récupèrent des prêts de l'État et ils font pas les investissements. C'est ce qui se passait aux Forges de Tarbes. Mais en fait, de toute façon, le conseiller du ministre de l'Industrie, il n'a rien voulu entendre. On l'a vu avec le préfet, en fait, même ici, localement. Le préfet n'a absolument pas voulu contraindre le patron d'Europlasma à faire les réunions que le préfet précédent s'était engagé à faire, des réunions, des copiles régulièrement sur les investissements. Il les a pas du tout, il n'a pas voulu les contraindre, quoi. Donc bon, partant de là, on sait avec qui ils sont copains, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, alors je voudrais qu'on termine par mon équipe de collaborateurs, parce qu'il va y avoir des changements dans l'équipe, et donc je vois qu'ils discutent là, ils bavardent. Donc il y a Pierre Dupin là-bas, alors Romane Gué. Alors Romane Gué, elle a été en stage donc au cabinet du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Donc elle est partie voilà, récemment, mais je la remercie ce soir d'être là avec nous. Donc Vanessa Isserman, donc, qui est sur la Circo. Voilà, Pierre, lui, est à Paris, donc vous voyez peut-être moins souvent. Et donc Lucas, je ne sais pas où il est passé. Ah, Lucas, elle est là. Lucas Gracia, qui est là. Alors oui, ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a Wissal El Jahari qui est là. Et Aurélie de Cointre qui ne peut pas être là parce qu'elle elle a une compétition sportive, donc elle ne peut pas être là. Donc il va y avoir dans le cabinet un changement, puisque Pierre et Lucas vont nous quitter à la fin de ce mois de septembre vers d'autres contrées. Voilà, donc chacun a fait... Lucas a eu un concours, donc il nous quitte, mais je vais le laisser peut-être prendre la parole. C'est bien d'avoir un petit discours. Voilà, on va avoir un petit discours. Et donc il va nous quitter fin septembre, et c'est Wissal. Voilà, Wissal El Jahari qui vient de rentrer au cabinet, donc il y a une espèce de tuilage. Et Pierre qui est en train aussi de faire un tuilage avec Aurélie Le Coin à Paris sur le travail parlementaire. Voilà, donc en tous les cas, je voulais les remercier tous les deux parce qu'ils ont fait un très bon boulot. Moi, je suis contente de les avoir depuis 2022. On a l'impression d'avoir fait 3 vies là, en quelques années, avec la dissolution notamment, qui a été quelque chose quand même dessus, qu'on a vécu ensemble et qui a été particulièrement intense en termes d'organisation. Enfin, c'est tout un travail collectif, hein, toute une équipe, mais bon, ils ont été là et je les en remercie. Voilà, donc je vais leur laisser la parole peut-être pour dire d'autres mots. Voilà. En tout cas, merci à eux, on peut s'applaudir. Ouais. Ils ont fait du bon boulot. On a bien travaillé. Allez, je passe la parole à Lucas, et puis peut-être après Wissal pourra se présenter. Eh bien, c'était un plaisir d'avoir soutenu Sylvie pendant 3 ans à ses côtés, au sein du cabinet. Et donc, pour ma part, j'ai obtenu le concours des IRA, donc pour entrer en tant qu'attaché interministériel, donc en catégorie A. Et donc, je pars pour une durée de 8 mois à Bastia, en Corse, donc pour
pour une formation avant d'être titularisé fonctionnaire. Voilà. Donc je vais passer la parole à Wissal El Jarari qui va me remplacer. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà je me présente, moi je m'appelle Wissal El Jarari. Je suis d'origine de Béziers de base, donc c'est là où j'ai vécu. Et ensuite j'ai fait mes études à Toulouse, donc j'ai fait des études de droit. Donc là je viens d'avoir mon master de droit public général. Et donc en parallèle j'étais co-animatrice des Jeunes Insoumis de Toulouse. Et là je débarque du coup dans le département. Donc je connais pas trop le département parce que j'ai vraiment jamais mis les pieds. Mais je connais les enjeux parce que je me suis quand même renseignée et aujourd'hui je suis très contente d'être ici, de vous voir toutes et tous réunis et je sens qu'on va passer déjà une très belle année parlementaire avec déjà les mobilisations qui se sont déjà profilées. On a vu une belle mobilisation le 10 et une encore plus grande mobilisation, espérons-le, le 18 parce que là c'est la colère populaire qui éclate et voilà donc voilà. On m'entend bien? C'est bon? Super. Bah, j'ai pas préparé spécialement de discours, ni de spectacle. Même je sais que je fais des déçus, mais c'est comme ça. Donc je remercie forcément Sylvie, mais en fait tout le monde. Même si je suis à Paris, je crois que j'ai quand même vu beaucoup de visages ici. Et j'ai vu aussi beaucoup de combats sur la circonscription et aussi au niveau national. Et j'en suis très, très, très fier de tout ce qui a été accompli jusqu'à présent, parce que je sais aussi que les combats que l'on mène, c'est pour nous, mais aussi pour la génération qui vient. Et il me semble que la génération qui vient, pour beaucoup d'entre vous, c'est la mienne. Donc merci beaucoup. Le prenez pas mal, hein, mais merci beaucoup. Et donc pour ça aussi, il faut évidemment, je sais qu'il y a une responsabilité que tout le monde a pris aussi pour les autres et que tout le monde fait sa part, ou doublement sa part. Et juste pour ça, je pense que je vous remercie. Je pense que tout le monde peut être fier de tout ce qu'il a mené jusqu'à présent. Bon alors donc c'était très bien tout ça. Moi j'aime bien les compliments, ça me fait plaisir. Appelez-moi maître, non? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça au cabinet, je vous assure. Voilà, non, c'est un travail collectif. C'est vrai que bon, voilà, j'apprécie qu'on puisse aussi discuter quand éventuellement il y a des choses à dire et c'est vraiment un travail d'équipe, un travail collectif. Et j'ai essayé de le prendre comme ça dès le départ. Donc voilà, j'espère que tout le monde gardera un bon souvenir de ce passage au cabinet. Lucas pour Bastia, là-bas, tu m'enverras une petite photo quand même depuis ton bureau. Et puis Pierre depuis l'Espagne, hein, c'est ça? Tu pars en Espagne, ouais, donc pareil, ça devrait faire bon normalement. Très bien. Écoutez, je vous invite en tous les cas à venir au casse-croûte ensemble parce que ça va faire être l'occasion de continuer la discussion. Je remercie Jean aussi, Saroman, parce qu'il est là et qu'il assure souvent le service d'ordre. On peut l'applaudir hein, parce que le service d'ordre c'est pas simple. Donc au niveau de la France Insoumise, aux amphis, ils ont bien travaillé. Ça a été une belle édition d'ailleurs cette année, l'édition des amphis 2025. On a tous un super souvenir. Et je le remercie d'être là ce soir aussi. Voilà. Et vous tous et toutes. Et je vous invite à venir boire à l'apéro et puis manger ensemble. Voilà.